Je n'arrivais pas à détourner mon regard de cette porte surréaliste. Une lumière étrange, irréelle, s'échappait de ses bords, illuminant le sable autour d'elle d'une lueur dorée. J'habite dans une petite ville en Belgique, et il y a quelque temps, mon partenaire et moi avons vécu une expérience très étrange. Tout a commencé le mardi 21 mai 2024. Nous étions attendus à une fête pour célébrer son anniversaire et sa nouvelle embauche dans un restaurant avec ses parents. Comme c'est souvent le cas en Belgique, il pleuvait, et il pleuvait sans arrêt, du moment où nous avons quitté la maison jusqu'à notre arrivée au restaurant. Nous étions à Namur, à environ 1 heure de route de chez nous. Tout s'est bien passé en arrivant, malgré la pluie incessante. Une fois installés, nous avons commencé le repas. Mais avant que le plat principal ne soit servi, j'ai réalisé que j'avais mal garé ma voiture. Je suis sorti pour la déplacer, et il pleuvait toujours autant. Je suis retourné à l'intérieur, trempé par la pluie, et j'ai repris mon dîner. L'atmosphère était chaleureuse, tout le monde était de bonne humeur, et la soirée s'est déroulée sans problème. À la fin de la soirée, après avoir échangé des adieux heureux avec ses parents, nous avons pris la route pour rentrer. Il pleuvait encore, et les gouttes tambourinaient bruyamment sur le pare-brise. On discutait tranquillement, mais à un moment donné, j'ai demandé à mon partenaire d'arrêter de parler parce que j'avais besoin de me concentrer pour ne pas rater la prochaine sortie de l'autoroute, qui se trouvait à 50 mètres. La pluie était si intense que j'avais l'impression que cela devenait dangereux de conduire sans une attention totale. Puis, soudainement, je cligne des yeux, et tout semble avoir changé. Je regarde autour de moi, et je ne reconnais plus la route. J'observe les panneaux et me rends compte que nous sommes près de Mons, à 30 minutes au-delà de la sortie que j'étais censé prendre. Ce qui était encore plus étrange, c'est qu'il ne pleuvait plus du tout, et il n'y avait pas une seule trace d'eau sur la route. Perplexe, je dis à mon partenaire que c'est impossible, que j'ai dû manquer la sortie, mais rouler 30 minutes plus loin sans m'en rendre compte? Ça n'avait pas de sens. Mon partenaire, tout aussi désorienté, me dit qu'elle se souvient seulement de la pluie, d'avoir arrêté de parler quand je le lui ai demandé, puis, plus rien. Comme si nous avions eu une absence de mémoire de 30 minutes. Je fais demi-tour pour revenir sur nos pas, et je remarque que les voitures sur la route sont complètement sèches, tout comme l'asphalte. Pas une goutte de pluie, alors que quelques instants plus tôt, la pluie battante faisait rage. Nous arrivons enfin chez nous, et je descends de la voiture pour l'inspecter. Elle est si sèche qu'une fine couche de poussière recouvre les vitres et la carrosserie, comme si elle n'avait jamais vu la pluie ce soir-là. Depuis, mon partenaire et moi n'avons jamais compris ce qui s'est passé. J'avais déjà vaguement entendu parler de cette théorie des glitches dans la réalité, mais c'est la première fois que je sens réellement que quelque chose d'inexplicable nous est arrivé. Nous y repensons encore, et le mystère reste entier. Je ne sais vraiment pas où en parler, mais ce que j'ai vu il y a quelques jours a complètement bouleversé mon esprit. Mon cerveau n'arrive tout simplement pas à donner du sens à ce que j'ai vécu. Je travaillais depuis plusieurs jours dans un salon commercial très fréquenté, et le dernier jour, j'avais loué une camionnette pour me rendre sur le lieu de l'événement. C'était une journée de travail comme les autres, et j'avais tout juste terminé un appel avec mon patron en approchant du site. La dernière portion de route menant à l'entrée est d'ordinaire très animée, avec des voitures qui s'arrêtent pour déposer des passagers et des gens qui traversent en masse depuis les parkings avoisinants. Alors que je m'apprêtais à faire l'un des 2 derniers virages, j'ai aperçu devant moi 3 hommes d'affaires qui traversaient la route. Mais ils étaient littéralement figés sur place, comme des statues. Ils n'avaient absolument aucun mouvement, c'était comme s'ils avaient été sculptés. Certains tenaient des porte-documents, d'autres avaient leur veste de costume ouverte, et l'un d'entre eux était à moitié tourné, un sourire figé sur le visage, comme s'il riait au milieu d'une conversation. Ce qui m'a le plus troublé, c'est que malgré le vent, aucun vêtement ne bougeait. Les porte-documents étaient suspendus en l'air sans aucun balancement, et l'homme en train de sourire, les jambes écartées comme un Beatle sur la couverture d'Abbey Road, semblait complètement irréel. C'était surréaliste, d'autant plus que tout autour d'eux, les voitures circulaient normalement et les piétons sur les trottoirs continuaient de marcher. Cette scène, qui m'a paru durer une éternité, n'a en réalité duré que quelques secondes.
Puis, soudainement, le groupe s'est remis en mouvement, comme si quelqu'un avait appuyé sur le bouton play d'une télécommande. Ils ont repris leur traversée, l'homme à moitié tourné a continué de discuter avec ses collègues, les porte-documents ont recommencé à balancer, et les vestes ont flotté comme prévu avec le vent. Je suis resté bouche bée, complètement déboussolé. J'avais déjà vu des vidéos étranges sur TikTok montrant des oiseaux figés en plein vol ou des gens qui semblaient glitcher sur le trottoir, et j'avais toujours pensé que c'était des canulars ou des montages habiles. Mais après avoir assisté moi-même à une scène aussi inexplicable, je ne vois plus les choses de la même manière. Je n'arrive pas à comprendre ce que j'ai vu. Était-ce un simple épuisement après des journées de travail intense, une illusion créée par mon esprit fatigué? Mais même si c'était le cas, comment expliquer une immobilité aussi prolongée avant de voir ces gens reprendre leur mouvement comme si de rien n'était? Je n'arrête pas de penser à ce moment, et je m'en veux de ne pas avoir eu de caméra embarquée dans le véhicule de location pour capturer cette scène invraisemblable. Cela s'est passé il y a quelques années, et à chaque fois que cette période de l'année revient, j'y repense parce que son anniversaire approche. Ma mère a eu un ex, je vais l'appeler G pour cette histoire, avec qui elle est restée quelques années. C'était un peu comme un beau-père pour moi. On ne s'entendait pas toujours très bien, moi étant un adolescent en colère et lui ayant un caractère parfois difficile. Mais peu de temps avant qu'il ne décède, d'une crise cardiaque soudaine à 49 ans, notre relation s'était améliorée, ce qui a rendu sa perte encore plus dure à accepter. Il est mort en 2013. Un an environ après sa mort, je faisais mes courses dans un supermarché. C'était un jour ensoleillé et chaud. Je venais de terminer mes achats et je rapportais mon chariot avant de retourner à ma voiture. En traversant le parking, j'ai remarqué une voiture du même modèle, de la même couleur et de la même marque que celle de G. Rien d'extraordinaire en soi. Puis, un homme habillé comme G s'approchait de la voiture. Je ne voyais que son dos à ce moment-là, jean noir, t-shirt noir rentré dans son pantalon, ceinture en cuir et même coupe de cheveux. J'ai pensé que ce n'était pas une tenue très rare et que ça pouvait être n'importe qui. Mais il a ouvert la portière de sa voiture, s'est retourné comme s'il savait que je le regardais, m'a souri et m'a fait un signe de la main. J'étais figé, complètement sous le choc. Je me suis dépêché de retourner à ma voiture, me répétant que ça ne pouvait pas être lui. C'était impossible. Je m'étais garé en marche arrière, ce qui me permettait de voir les autres voitures circuler. J'ai ouvert ma fenêtre pour essayer de reprendre mes esprits, l'air de la voiture devenant étouffant. C'est alors que j'ai vu sa voiture quitter sa place. Elle devait passer juste devant la mienne, et j'ai pu la voir de plus près. À l'intérieur, accrochée au rétroviseur, il y avait plusieurs plumes attachées ensemble par une lanière de cuir. Exactement comme G le faisait. La vitre du conducteur était baissée, et l'homme portait des lunettes de soleil, de la même forme et de la même couleur que celle de G. Il ressemblait à G dans tout point. Et il écoutait l'une de ses chansons préférées, le volume à fond. Il m'a de nouveau souri et m'a fait un signe de la main avant de s'éloigner, toujours avec ce même sourire. Je suis resté assise là, incapable de bouger, pendant peut-être une demi-heure. J'étais présente à ses funérailles. J'ai vu son urne, je l'ai même portée. Nous avons pleuré, nous avons fait notre deuil. Ma mère était venue elle aussi, même s'ils n'étaient plus ensemble. Mais je venais de le voir. En plein jour. Je me dis que peut-être le sourire et le geste de la main étaient simplement parce que je le fixais avec insistance, et que cet inconnu, flatté qu'une femme de moitié son âge le regarde, avait voulu répondre poliment. Mais tous ces détails, la voiture, qui était ancienne, d'une couleur peu courante. Ses vêtements, son style. Les lunettes de soleil. Les plumes. La musique. Sa manière de marcher, de me saluer, de sourire. Tout était identique. J'ai eu l'impression d'assister à quelque chose d'irréel, comme si j'avais découvert un secret que je n'aurais jamais dû voir. Il s'était retourné comme s'il savait que j'étais là, comme s'il me connaissait. Je ne sais toujours pas ce qui s'est passé ce jour-là. C'est l'une des expériences les plus marquantes de ma vie, un moment qui me laisse encore perplexe aujourd'hui.
Il y a environ 12 ans, j'habitais à Coney Island, à New York. J'avais 18 ans à l'époque et je vivais seul avec ma grand-mère, qui, ce soir-là, était partie passer quelques jours chez ma tante pour s'occuper de ses petits-enfants. C'était une soirée tout à fait ordinaire. Je rentre du travail, m'affale sur le canapé, et commence à manger de la nourriture chinoise tout en regardant la télé. Une fois mon repas terminé, j'ai eu envie de me faire plaisir avec un peu de glace en dessert. Je me dirige donc vers la cuisine. Cette pièce est séparée du salon par un mur, ce qui fait qu'on ne peut pas voir l'une depuis l'autre. J'attrape une grande cuillère à glace classique, celle avec le bout arrondi et le manche épais, et je sors la glace du congélateur. Le pot de glace était presque plein, car je n'avais pris qu'une seule portion auparavant. Alors que je m'apprête à plonger la cuillère dans la glace dure comme de la pierre, le téléphone fixe de la maison se met à sonner. Je m'arrête en plein mouvement, laissant la cuillère reposer sur le dessus de la glace, et je vais répondre au téléphone. C'était quelqu'un qui appelait pour ma grand-mère. En plein milieu de ma phrase, où je disais « Désolé, elle n'est pas là », j'entends distinctement le bruit de la cuillère à glace qui tombe sur le sol. Cela faisait un clong net, sans équivoque. Je raccroche et retourne immédiatement dans la cuisine, m'attendant à voir la cuillère par terre. Mais il n'y avait rien. Absolument rien. J'ai cherché partout, littéralement dans des endroits où il n'était même pas possible qu'elle soit tombée, comme l'étroite fente entre le four et le comptoir. J'ai même regardé près du téléphone, bien que je savais pertinemment que le bruit venait de la cuisine. Mais rien, la cuillère à glace avait disparu comme par magie. C'était pourtant un objet volumineux, avec une forme qui l'aurait empêché de rouler ou de glisser dans des recoins impossibles. J'ai cherché si longtemps que la glace avait commencé à fondre. Finalement, fatigué de chercher, j'ai abandonné et pris une simple cuillère dans le tiroir pour me servir. J'ai mangé ma glace, mais cette histoire me hante encore. Je n'ai jamais retrouvé cette cuillère à glace. Elle s'est tout simplement évaporée. Je ne sais toujours pas ce qui s'est passé ce soir-là, et je n'ai jamais trouvé d'explication rationnelle. Mon ami et moi, appelons-la Megan, avons été complètement abasourdis par des événements étranges qui nous sont arrivés, et on continue encore d'en parler aujourd'hui. C'était pendant nos années de lycée, lors d'un événement scolaire où les classes s'affrontent de manière amicale dans le gymnase, et l'énergie est toujours à son maximum. Ce jour-là, tout le monde était surexcité, et les couloirs, les escaliers, ainsi que l'espace autour des tables de la cafétéria étaient bondés d'élèves. Je me trouvais en bas, serré entre d'autres lycéens, et de là où j'étais, je pouvais voir Megan coincée parmi une foule d'étudiants en haut de l'escalier. Avec tout le bruit ambiant, il était impossible de communiquer normalement, alors je lui ai fait signe de descendre me rejoindre. C'est là que quelque chose d'assez dégoûtant s'est produit, une énorme flaque de salive a volé à travers l'air pour atterrir directement sur mon épaule. Mais c'est ce qui s'est passé juste après qui a défié toute logique. En une fraction de seconde, Megan était déjà à mes côtés. Elle était furieuse, prête à défendre ma cause. Elle avait repéré celui qui avait lancé cette loogie et était descendu pour m'aider, mais quand nous nous sommes regardés, on a eu cette réalisation soudaine, mais comment as-tu pu arriver ici aussi vite ? Les escaliers et les couloirs étaient remplis de monde, et même s'ils avaient été vides, il aurait été humainement impossible pour elle de descendre aussi rapidement. On était complètement déroutés. Et ce n'est pas la seule fois que c'est arrivé. Une deuxième fois, alors que j'étais dans les toilettes en train de pleurer à cause de quelque chose de grave, j'ai envoyé un message à Megan pour qu'elle vienne me rejoindre. Elle était de l'autre côté du campus, loin de là. Pourtant, à peine quelques secondes plus tard, j'ai entendu des pas dans le couloir qui se dirigeaient vers les toilettes. C'était elle. Encore une fois, on était en état de choc, ne comprenant pas comment elle avait pu arriver si vite. Ce n'était pas juste une question de rapidité impressionnante, c'était impossible. Jusqu'à aujourd'hui, on appelle ces moments des épisodes de téléportation. On n'a jamais trouvé de meilleure explication, surtout à l'époque, quand on n'avait aucune idée des théories de glitch ou d'anomalies dans la réalité. Megan était une fille spéciale, et je ne serais pas surprise si elle avait des capacités particulières. On a perdu contact au fil des années, mais de temps en temps, je tombe sur l'une de ses rares publications sur les réseaux sociaux,
et elle est souvent dans un pays lointain, en train de voyager. À chaque fois, je me demande, mais comment fait-elle pour toujours se retrouver aussi loin, comme si elle défiait les lois de l'espace et du temps? Je trouve cette expérience l'une des plus inexplicables de ma vie, et c'est d'autant plus troublant que je ne crois pas au spirituel, au surnaturel, ou quoi que ce soit de ce genre. Pourtant, je ne sais toujours pas comment expliquer ce qui s'est passé. C'était un après-midi ordinaire, et je rentrais à la maison après une longue journée. Il n'y avait pas d'autres voitures dans l'allée, et je savais que j'allais devoir me préparer à l'assaut de nos deux gros chiens de famille, un berger allemand nommé Hans et un chow-chow nommé Bear. Dès que j'ai ouvert la porte d'entrée, comme prévu, j'ai senti ces deux boules de muscles et de poils de plus de 45 kilos chacun me frôler les jambes, me bousculant en se précipitant dehors. J'ai immédiatement fait demi-tour et me suis mis à courir dans le jardin de devant, les appelant de toutes mes forces. Mon inquiétude grandissait à chaque seconde, et je parcourais la rue de long en large en les cherchant désespérément. Nous vivions dans un quartier résidentiel, avec une circulation modérée, mais suffisamment proche de rues plus fréquentées, d'un parc où nous allions souvent, et d'une école primaire. J'étais terrifié à l'idée que quelque chose de grave puisse arriver à nos chiens un peu réactifs et peu obéissants. Après environ 7 minutes de course effrénée, à crier leur nom et à appeler sans relâche, j'ai décidé de retourner à la maison pour y jeter mon sac à main et attraper leurs laisses et des friandises. Mon esprit était en ébullition, imaginant tous les scénarios possibles où la situation pourrait empirer. Je me précipite de nouveau vers la porte d'entrée, et c'est là que tout devient surréaliste. J'ouvre la porte et trouve Bear et Hans tranquillement installés dans le salon, me regardant comme s'ils m'attendaient patiemment. J'ai figé sur place, le cœur battant à tout rompre, tandis qu'ils s'élançaient vers moi, joyeux de me voir. Je savais qu'ils avaient couru dehors. J'avais senti leur poids massif frôler mes mollets. J'avais ressenti ce frisson d'adrénaline, cette réaction instinctive qui m'avait poussé à me retourner immédiatement pour les poursuivre. Ils étaient connus pour être des petits malins qui prenaient la poudre d'escampette dès qu'ils en avaient l'occasion. Et pourtant, là, ils étaient restés dans le salon tout le long, me regardant d'un air innocent, comme si rien ne s'était passé. Cela fait plus de 10 ans que cet événement s'est produit, et nos deux chiens ont depuis rejoint le paradis des toutous. Mais même aujourd'hui, cette expérience continue de me hanter, avec cette pointe d'anxiété chaque fois que j'y repense. L'univers semble s'être arrangé pour que je n'oublie jamais Bear et Hans, et cet après-midi mystérieux est gravé dans ma mémoire. J'ai longtemps hésité à partager cette histoire, mais elle me trotte dans la tête depuis trop longtemps, alors voilà. Désolé par avance pour la longueur du récit, mais je pense que le contexte est nécessaire. Cet incident remonte à environ 3 ans. Je travaille dans le domaine de la santé en tant que technicien en soins aux patients, en gros, un aide-soignant, mais dans un hôpital plutôt que dans un centre de soins de longue durée. Ce soir-là, je faisais un quart de nuit, et ma mission était de rester auprès d'un patient confus pour garantir sa sécurité. Il souffrait de démence, ce qui le poussait à essayer de se lever, de se promener ou de retirer ses perfusions. Mon rôle était donc de veiller à ce qu'il ne se lève pas seul, pour éviter les chutes, et qu'il ne tire pas sur ses tubes. Ce type de garde est assez courant pour les patients désorientés dans les hôpitaux. Le patient avait dans les 80 ans et était tellement confus qu'il ne se souvenait même plus de son propre nom ou de l'endroit où il se trouvait. Tout se passait sans accroc, il s'était endormi vers 23 heures, mais s'est réveillé aux alentours de 1 heure du matin. Il a tourné la tête vers moi et m'a dit « Eh, Victoria ». Ce n'est pas mon prénom, mais sachant qu'il était désorienté, je n'y ai pas prêté trop d'attention au début. Je lui ai donné mon vrai prénom et lui ai demandé s'il avait besoin de quelque chose, mais il a insisté en m'appelant Victoria à 3 reprises. C'est là que les choses ont commencé à devenir vraiment étranges. Mes parents avaient failli me nommer Victoria. Le choix final s'était joué entre ce prénom et celui que je porte aujourd'hui. J'ai demandé à l'infirmière si ce patient avait un membre de sa famille qui s'appelait Victoria ou s'il avait déjà été soigné par quelqu'un portant ce nom, mais elle m'a confirmé qu'il n'y avait aucun lien, pas de membre de la famille, ni d'épouse, ni de soignant antérieur qui s'appelait ainsi. Je me suis dit que ça devait être un simple hasard dû à sa confusion, essayant de me rassurer. Mais un peu plus tard, il s'est mis à chanter le générique d'une vieille série télé. Et là,
J'ai vraiment eu des frissons. Quand j'étais enfant, mes parents avaient l'habitude de réciter cette chanson comme une histoire du soir pour mes frères et sœurs et moi quand nous leur demandions un conte avant de dormir. Cette situation m'a donné une sensation étrange, presque surnaturelle, comme si cet homme connaissait des détails sur ma vie, alors qu'il était impossible que nos chemins se soient croisés. Nous étions dans ma ville universitaire, loin de l'endroit où j'avais grandi, et il n'y avait aucune chance qu'il ait connu un membre de ma famille. Peut-être que j'y accorde trop d'importance, mais même des années plus tard, je repense souvent à cette nuit et à la sensation perturbante que j'ai ressentie. Un peu de contexte d'abord, je fais la navette tous les jours pour aller à l'école et en revenir. Il y a deux façons de faire le trajet. Si je prends l'autoroute, ça me prend environ 20 minutes, mais si je prends les petites routes de campagne, le trajet s'étend à 35 minutes. Parfois, après une longue journée, j'aime emprunter les routes de campagne pour rouler fenêtres ouvertes, profiter de la brise et me détendre un peu. Le chemin de campagne est simple, c'est tout droit, sans aucun virage, jusqu'à ce que je retrouve l'autoroute pour les 5 dernières minutes. Hier, j'ai décidé de prendre la route de campagne pour rentrer chez moi, puisque l'un de mes cours avait été annulé. C'était l'occasion idéale de m'offrir un moment de relaxation avec la fenêtre baissée. La route de campagne prend habituellement 20 minutes à traverser, peut-être 15 si je roule vite, mais ce n'est jamais mon habitude. Je suis parti de l'école vers 15 heures, la radio allumée, écoutant de la musique, et je profitais de l'air frais qui entrait par la fenêtre ouverte. C'est généralement le moment où je me laisse aller à réfléchir à ma journée, à mettre de l'ordre dans mes pensées. Mais alors que je roule, je commence à remarquer que le ciel devient de plus en plus sombre, comme si la nuit était en train de tomber. Pourtant, je me souviens distinctement d'avoir regardé l'horloge de ma voiture en quittant l'école, il était un peu après 15 heures. Maintenant, je jette de nouveau un coup d'œil à l'horloge, et elle affiche presque 19h30. Je n'arrive pas à y croire. C'est impossible. Il n'y a aucune raison pour que le trajet m'ait pris 4 heures, un trajet que j'ai déjà fait des dizaines de fois en 20 minutes. Je rentre chez moi complètement secoué. Mon niveau d'essence n'a pratiquement pas changé depuis mon départ, et la batterie de mon téléphone non plus. J'avais même acheté un soda juste avant de prendre la route, et il était encore froid. C'est l'expérience la plus troublante que j'ai jamais vécue. Comment est-ce possible? Est-ce que cela est déjà arrivé à quelqu'un d'autre? Désolé si la structure de mon récit est un peu désordonnée. Je ne suis pas le meilleur conteur, surtout à l'écrit. Quand je vivais dans mon ancien appartement dans le Midwest, le loyer était incroyablement bon marché pour l'espace dont je disposais, 2 grandes pièces et une salle de bain pour moins de 1 000 $ par mois. La plupart du temps, ma vie se déroulait sans encombre, dans une routine paisible. Mais il y a eu un incident qui, encore aujourd'hui, me laisse perplexe. C'était un après-midi ensoleillé, et je m'étais résolu à m'attaquer à la pile de vaisselle qui ne cessait de grandir dans l'évier. J'attrapais la bouteille de liquide vaisselle bleu, un objet familier que j'avais vu 1000 fois. Mais au moment précis où j'allais l'utiliser, quelque chose d'incompréhensible s'est produit, la bouteille a disparu, littéralement, devant mes yeux. Je n'en croyais pas mes sens. J'étais là, figé, fixant l'endroit vide sur le comptoir où la bouteille se trouvait une seconde auparavant. J'ai vérifié les alentours immédiats, pensant qu'elle avait peut-être glissé ou roulé par terre, mais elle était introuvable. Déconcerté et un peu frustré, j'ai cherché dans tout l'appartement, même dans les coins les plus improbables, là où elle n'avait aucune raison de se trouver, mais la bouteille semblait s'être évaporée de la réalité. Vaincu et complètement désorienté, je suis retourné dans la cuisine, avec un soupçon d'espoir que le mystère se résolve de lui-même. J'ai alors jeté un coup d'œil vers l'évier. Et là, comme si de rien n'était, la bouteille de liquide vaisselle bleu était posée à côté de l'évier, exactement où elle aurait dû être. Mon esprit s'est emballé, noyé dans la confusion. Avais-je halluciné toute la scène? Ou bien avais-je vécu un bref moment où la réalité elle-même s'était fissurée? Le plus étrange, c'est que ce n'était pas seulement la disparition physique de la bouteille qui m'avait perturbé. C'était comme si le souvenir de sa présence s'était estompé, me laissant douter de moi-même. Avais-je manqué de savon? Avais-je oublié d'en acheter? Pourtant,
j'étais certain qu'il avait été là tout du long. Ce moment m'a donné la sensation surréaliste que la réalité, aussi stable qu'elle semble être, cache des mystères insoupçonnés, des anomalies qui défient la logique et qui surgissent, de temps à autre, pour nous rappeler que notre monde pourrait ne pas être aussi simple qu'il en a l'air. Il y a 7 ans, alors que je rendais visite à mes grands-parents, ils m'ont raconté que le fils de leur voisin venait de mettre fin à ses jours dans leur maison, seulement quelques jours auparavant. Il avait environ 30 ans et luttait contre de graves troubles de santé mentale. La situation avait été d'autant plus traumatisante que ses enfants se trouvaient dans la maison et avaient assisté à l'événement. Les enfants avaient été envoyés chez mes grands-parents pendant plusieurs heures, le temps que les ambulances arrivent et que la scène soit nettoyée. C'était visiblement une expérience atroce pour tout le monde, et la conversation empreinte de tristesse avait occupé une grande partie de l'après-midi, ma grand-mère s'effondrant même en larmes. Malheureusement, ma grand-mère est décédée entre-temps, et mon grand-père commence aussi à montrer des signes de vieillissement avancé. Il y a quelques semaines, ma mère m'a appelé pour m'annoncer que le fils des voisins de mes grands-parents s'était de nouveau suicidé, la veille même. Elle m'a raconté l'histoire en détail, comme si elle se produisait pour la première fois, en évoquant même le fait que les enfants avaient été envoyés chez mon grand-père pendant que les secours géraient la situation. Je lui ai répondu que je connaissais déjà cette histoire, qu'elle datait d'il y a plusieurs années. Mais ma mère m'a répliqué que cela venait tout juste d'arriver. Complètement déboussolé, j'ai terminé l'appel en m'inquiétant pour la mémoire de ma mère, qui est maintenant dans la cinquantaine, et de ce qui semblait être une confusion troublante de sa part. Alors, pour éclaircir la situation, j'ai appelé mon grand-père très âgé, qui s'est effondré en larmes au téléphone. Il était dévasté, me disant qu'il avait dû s'occuper des enfants, sous le choc de la tragédie. Je me suis alors dit que mon grand-père devait confondre les événements et avait raconté cette histoire à ma mère, et que, d'une manière ou d'une autre, elle ne se souvenait plus que cela s'était déjà passé des années auparavant. Pour vérifier si j'étais moi-même encore sain d'esprit, j'ai appelé ma fille. Elle m'a confirmé que je lui avais parlé de cet incident il y a des années, que c'était quelque chose de bien connu dans notre famille, et que nous en avions discuté plusieurs fois. Nous en avons conclu que, peut-être, mon grand-père mentait accidentellement ma mère sans même s'en rendre compte. Mais en réalité, il n'en était rien. La semaine suivante, le décès a bien eu lieu, le même voisin, de la même façon, et l'enterrement s'est déroulé comme prévu. Ma mère et mon grand-père y ont assisté, et l'annonce est même parue dans le journal local. Pourtant, mon grand-père ne garde aucun souvenir de m'avoir raconté cette histoire, ni de la conversation déchirante que nous avions eue avec ma grand-mère, des années auparavant. Ma mère était à 2 endroits en même temps, et je pouvais la voir aux 2 endroits pendant que cela se passait. Ça sonne déjà comme un cliché sorti d'un mauvais film, mais je vous jure que je regrette que ce ne soit pas le cas. Ces derniers temps, il se passe des choses vraiment bizarres, des trucs tellement étranges que je n'arrive pas à les expliquer. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, car je sais que je ne dois raconter qu'une seule anomalie par histoire, mais sachez que ce n'est pas la première bizarrerie que j'ai vécue ce mois-ci. Ce qui s'est passé hier soir, par contre, dépasse tout le reste. Je me détendais, et j'étais sur le point d'aller me coucher parce que j'avais du travail le lendemain. Je me suis levé de mon bureau et, au même moment, ma mère est sortie de sa chambre. Je me suis dit qu'elle avait dû m'entendre me lever. On a échangé quelques mots en marchant dans le couloir en direction de la cuisine, mais c'est là que j'ai vu ma mère, encore. Pour vous situer, je me tenais dans le couloir avec ma mère, et j'en voyais une deuxième, identique, debout dans la cuisine. Celle qui était dans la cuisine n'est restée visible qu'une seconde avant de se diriger vers la droite, hors de ma vue. Quand je suis arrivé dans la cuisine, elle avait disparu. La mère qui était avec moi dans le couloir semblait n'avoir rien vu et ne comprenait absolument pas ce dont je parlais. J'ai essayé de recréer la scène pour voir si j'avais halluciné ou si j'avais confondu quelque chose avec elle, mais c'est presque impossible de reproduire un détail aussi précis avec autant de réalisme. Mais ce n'est pas tout ce qui s'est passé cette nuit-là. Peut-être que j'étais tellement secoué que j'en ai commencé à perdre la notion de ce qui était réel ou non, mais peu après, ma mère m'a dit qu'elle allait aux toilettes. Elle s'est dirigée dans cette direction, et je l'ai vue partir. À peine 5 secondes plus tard,
je quitte le couloir, et elle est dans le salon, en train de faire une lessive. Qu'est-ce qui se passe, sérieusement? Le salon est à l'opposé de la salle de bain, et elle ne pouvait pas avoir traversé la maison aussi vite. Je l'avais littéralement entendu me dire qu'elle allait aux toilettes, et là, elle était soudainement en train de faire le ménage dans une autre pièce. Je sais que tout ce que je raconte semble invraisemblable. Je veux tellement croire que mon esprit a joué des tours, mais c'était tellement réel pour moi. J'ai un trouble obsessionnel compulsif, ce qui me pousse à être très attentif aux détails et à me fixer sur des choses de manière intense. Peut-être que mon cerveau a amplifié ce que j'ai vu, mais la précision des détails, combinée à tout ce qui se passe de bizarre en ce moment, me pousse à me demander si ce n'est pas quelque chose de surnaturel, ou alors, peut-être, de la pure folie. Je ne sais pas si je deviens fou ou si quelque chose de vraiment étrange est en train de se produire. Mais je peux vous dire que je suis complètement flippé, et je ne sais plus quoi penser. Mon partenaire a échangé sa place avec une version alternative de lui-même avant de revenir à la normale. Pour vous donner un peu de contexte, j'ai 21 ans, et cela fait presque 6 ans que je suis avec mon partenaire. Ce n'est pas le genre de personne à me faire des blagues ou des farces. Pourtant, il y a 2 à 3 ans, pendant environ 1 heure, c'était comme s'il était devenu quelqu'un d'autre, une personne complètement différente. Il avait la même apparence, parlait de la même manière, et son rire était le même. Mais les histoires qu'il racontait sur nous, sur notre passé, étaient étrangement différentes. Dans cette version de la réalité, il m'a dit que nous nous étions rencontrés en terminale. Il m'a raconté que son père faisait partie de sa vie, qu'il avait un frère et une sœur, et que nous vivions dans un autre état. Or, dans ma réalité, nous nous sommes rencontrés en classe de seconde, son père n'a jamais été présent, il a 2 sœurs et pas de frère, et nous vivons en Oklahoma. Nous avons discuté pendant 1 heure, et je me sentais de plus en plus mal à l'aise. Je le suppliais de me dire que c'était une blague, mais il n'a jamais admis rien de tel. Il avait l'air sérieux, presque perplexe lui aussi, comme si c'était la réalité pour lui. Ce qui est encore plus étrange, c'est que j'avais enregistré une partie de notre conversation sur mon téléphone pour essayer de comprendre ce qui se passait. Mais cette vidéo s'est corrompue. Je l'ai envoyée à un ami, et elle était corrompue sur son téléphone aussi. Pourtant, il se souvient d'avoir reçu la vidéo et de l'avoir écoutée, donc ce n'est pas comme si j'avais envoyé un fichier vide ou un autre contenu par erreur. Je n'arrive toujours pas à comprendre ce qui s'est passé. Mon partenaire continue de jurer qu'il ne s'agissait pas d'une plaisanterie, d'une farce ou de quoi que ce soit de ce genre. Il se rappelle parfaitement des détails de cette version alternative de notre vie, avec une sincérité qui me perturbe encore aujourd'hui. Si quelqu'un a une idée de ce qui a pu arriver ou une explication, je serais ravi de l'entendre. Jusqu'à aujourd'hui, ce mystère reste entier, et il continue de me hanter. L'année dernière, une amie de la famille m'a offert une magnifique robe que j'adorais. Elle était si confortable que je pouvais la porter tranquillement à la maison, mais elle était aussi suffisamment jolie pour que je puisse la mettre quand je sortais. La robe avait un motif floral noir et blanc très unique, et j'aimais particulièrement la façon dont elle m'allait parfaitement. Il y avait juste un détail un peu étrange à propos de la robe, les rubans de chaque côté étaient beaucoup trop courts pour que je puisse les nouer correctement autour de ma taille. Ils mesuraient à peine 10 cm chacun, et je n'ai certainement pas une taille de 20 cm, donc c'était impossible de les attacher ensemble. Quand je portais la robe à la maison, ils pendaient librement sur les côtés, et quand je sortais, je devais les attacher avec des épingles pour éviter qu'ils ne traînent. Un autre détail qui me restait en tête, c'était la forme des extrémités des rubans, qui étaient en V, comme une tête de flèche. J'étais reconnaissante pour ce cadeau et je n'avais jamais demandé à la dame qui me l'avait offert pourquoi les rubans étaient si courts. Quand l'hiver est arrivé, j'ai rangé la robe dans mon placard, car c'était une robe d'été. Récemment, avec le retour des beaux jours, je l'ai ressortie. Et là, à ma grande surprise, les rubans étaient maintenant longs, suffisamment longs pour que je puisse facilement les nouer autour de ma taille, comme c'était prévu. Et ce n'était pas le seul changement, les extrémités des rubans, qui étaient auparavant en forme de V, avaient maintenant une forme rectangulaire classique. J'étais complètement perplexe, mais agréablement surprise.
C'était comme si la robe avait mystérieusement changé pour devenir plus pratique. Ce n'est pourtant pas une robe commune, personne d'autre dans ma famille n'en possède une semblable. L'ami de la famille qui me l'a offerte ne l'a pas non plus donnée à quelqu'un d'autre. Et personne dans ma famille n'a emmené cette robe chez un tailleur pour la faire modifier. Si quelqu'un l'avait fait, il me l'aurait sûrement dit, et ils auraient aussi profité de l'occasion pour faire retoucher d'autres vêtements, pas seulement cette robe. Enfin, le motif floral noir et blanc de la robe est vraiment unique. Si quelqu'un avait décidé d'allonger les rubans, il aurait dû utiliser un tissu noir ou blanc basique, car il serait impossible de reproduire exactement le même motif floral pour l'extension. Je reste complètement ébahi par ce changement inexplicable. C'est un mystère qui me laisse sans voix, mais qui me fait aussi sourire de gratitude pour cette robe soudainement parfaite. Je travaille comme barman, pour vous donner un peu de contexte. Hier soir, après avoir fermé mon bar, je suis allé au seul autre endroit encore ouvert tard dans notre petite ville, juste pour dire bonjour à mes amis. C'était un vendredi soir plutôt calme, mais l'horloge tournait, et il était déjà 2 heures du matin. Je me suis assis au bar, me détendant un peu en observant mes amis travailler. C'est là que quelque chose d'absolument inexplicable s'est produit. Pendant environ 3 minutes, j'ai eu la sensation que tout autour de moi s'accélérait, comme si je regardais une vidéo en vitesse 4x. Tout était plus rapide, comme dans ces vidéos accélérées où les sons deviennent aigus et saccadés. Les conversations des clients étaient soudainement pressées, et les gestes des barman, qui préparaient des cocktails, encaissaient des paiements et disaient au revoir au dernier client, semblaient étrangement synchronisés et précipités. Je voyais les gens bouger à une vitesse inhumaine, presque floue, comme s'ils glissaient dans une réalité accélérée. Même leur voix avait ce son aigu et distordu que l'on entend dans des enregistrements passés en vitesse rapide. Pourtant, je restais là, figé, me demandant si je perdais la tête. 3 minutes semblaient s'être écoulées en seulement 45 secondes, et cette sensation irréelle était à la fois fascinante et terrifiante. Puis, comme si de rien n'était, tout est revenu à la normale. Les bruits ont retrouvé leur rythme habituel, et les gens autour de moi ont repris leur mouvement naturel. Je suis rentré chez moi, perplexe, mais indemne. Pourtant, je n'arrive pas à me sortir cette expérience de l'esprit. Je n'avais jamais rien vécu de tel auparavant, une scène de la vie réelle où tout s'accélère, où les voix se déforment comme dans un rêve étrange. Cela me hante encore. Est-ce que mon cerveau a eu un sursaut d'hyperactivité, ou ai-je traversé un instant où la réalité elle-même s'est déréglée? Je me demande ce qui a bien pu se passer pour que je vive un tel moment, où le temps et la perception ont joué un tour aussi déroutant. J'ai récemment raconté cette expérience à mon copain après que nous ayons vécu quelques événements qui semblaient peut-être paranormaux. J'ai pensé que ce serait intéressant de la partager ici pour voir si quelqu'un sait ce que cela pourrait être, car même si c'est étrange, ça ne semble pas vraiment être quelque chose de paranormal. Il y a environ 10 ans, je travaillais comme manager dans une petite chaîne de restaurants. J'étais avec cette entreprise depuis un certain temps, mais je venais tout juste de commencer dans ce nouvel emplacement. C'était à Sturbridge, dans le Massachusetts, aux États-Unis. Ce nom ne dira probablement rien à la plupart des gens, mais les 2 emplois que j'avais eus précédemment dans cette ville étaient localement connus pour être situés dans des bâtiments hantés. J'ai eu ma part de visions de fantômes et d'événements étranges. Mais ce qui s'est passé ce jour-là était différent. Le bâtiment en question avait 3 étages. Le rez-de-chaussée abritait une boutique d'antiquités et une partie du restaurant, le 2e étage était entièrement dédié à la salle de restaurant, et le 3e étage était un ancien salon de bal abandonné, avec des murs entièrement en verre. À une époque, il devait probablement offrir une vue imprenable sur le lac situé derrière la propriété, mais un hôtel avait été construit depuis, bloquant la vue. C'était un endroit super flippant, mais personne ne montait jamais là-haut. Peut-être que ce détail n'a rien à voir, mais voilà le contexte du lieu. Ce jour-là, nous avions une grosse tempête de neige. J'avais passé un bon moment à pelleter et à mettre du sel sur les allées avant de commencer mon service. Je me trouvais alors au 2e étage, dans la cuisine, et je descendais quelques marches pour entrer dans la salle de restaurant quand quelque chose m'a frappé. J'ai immédiatement fermé les yeux,
levé les mains pour protéger mon visage, et j'ai reculé en criant « Mais sérieusement les gars !» Sur le moment, j'étais persuadé que quelqu'un m'avait lancé un seau de gros sel, comme une mauvaise blague. J'ai eu l'impression de recevoir des milliers de petits projectiles durs sur tout le corps. C'était comme si chaque partie de ma peau avait été touchée par quelque chose de minuscule et douloureux. Je m'attendais à voir du sel ou des cailloux partout sur moi, alors j'ai ouvert les yeux, vérifié mon t-shirt et même regardé dans mon soutien-gorge, m'attendant à trouver des morceaux de sel coincés. Mais il n'y avait rien. Absolument rien. J'ai réalisé que j'étais indemne et qu'il n'y avait pas de traces de sel, ni de roche, ni de quoi que ce soit. Quand j'ai relevé la tête, j'ai vu 2 serveuses qui me fixaient, figées en plein milieu de leur tâche de mise en place, les yeux écarquillés. Elles avaient vu toute la scène, moi, m'arrêtant soudainement, levant les mains pour me protéger le visage, reculant et criant « Mais sérieusement les gars !» puis me tordant dans tous les sens comme si j'essayais de me débarrasser de quelque chose dans mes vêtements. Mais de leur point de vue, rien ne justifiait ma réaction. Il n'y avait absolument rien qui aurait pu causer ce que j'avais ressenti. Je ne sais toujours pas ce qui s'est passé ni ce que ça aurait pu être. C'est un mystère total, et je n'ai jamais trouvé d'explication rationnelle. Je n'ai jamais oublié les années où j'ai vécu aux Émirats arabes unis. Ce pays avait une ambiance particulière, et c'est comme si des choses étranges s'y produisaient constamment, un peu comme si le lieu lui-même était chargé d'une énergie inexplicable. Des événements inhabituels faisaient partie de mon quotidien, mais il y en a un qui reste gravé dans ma mémoire. Je me souviens de ce chargeur universel que j'utilisais pour tous mes appareils. Un jour, il avait disparu. J'avais passé des jours entiers à le chercher, fouillant chaque recoin de ma chambre, retournant mes tiroirs, vérifiant tous les endroits possibles. J'étais certain qu'il n'était plus branché au mur, je savais exactement où je l'avais laissé pour la dernière fois, et cet endroit était désormais vide, sans la moindre trace du chargeur. Puis, une nuit, alors que j'étais seul à la maison, un silence lourd régnait. Il faisait un noir d'encre, pas un son ne se faisait entendre. Je m'étais endormi, mais un bruit distinct m'a réveillé. C'était comme si quelqu'un venait de remettre le chargeur dans la prise du mur, à l'endroit précis où je pensais l'avoir laissé. Le bruit m'a glacé le sang. Il n'y avait personne chez moi, personne dans ma chambre. Le seul mouvement perceptible était celui de mon cœur battant à tout rompre. Quand le matin est enfin arrivé, j'ai pris mon courage à 2 mains pour vérifier. J'avais peur de ce que j'allais découvrir, mais en même temps, je devais savoir. Et là, devant mes yeux écarquillés, le chargeur était bel et bien là, soigneusement branché dans la prise. Exactement là où je m'étais acharné à le chercher, des jours plus tôt. Ce n'était pas un événement isolé. Des choses comme ça m'arrivaient souvent. Des objets disparaissaient, pour réapparaître soudainement dans des endroits où je les avais déjà cherchés, comme si une main invisible les avait déplacés. C'était comme si j'avais toujours vécu entre 2 réalités, l'une normale, l'autre peuplée de phénomènes inexplicables qui m'échappaient. À ce jour, je ne peux que me demander si ce lieu avait des secrets qu'il n'était pas prêt à dévoiler, ou si une présence invisible se jouait de moi, laissant des indices de son existence dans les moindres détails de ma vie quotidienne. Il y a environ 5 ans, mon partenaire et moi avions des billets pour aller voir un spectacle. Pour diverses raisons, elle n'a pas pu venir ce soir-là, et j'y suis allé avec un ami à la place. Ce matin, nous parlions de ce même artiste, et j'ai mentionné que cette fois, ce serait agréable qu'elle ne rate pas le spectacle. Mais là, elle m'a surpris en disant que nous y étions allés ensemble. J'ai insisté, expliquant qu'elle n'avait pas pu venir ce soir-là, et j'ai détaillé pourquoi, me rappelant très clairement que j'étais allé au spectacle avec mon ami. Je me souviens même parfaitement que nous étions sortis dîner et boire un verre avant le show. Mon partenaire, pourtant, a commencé à décrire la scène d'ouverture du spectacle avec une précision incroyable. Elle a évoqué des détails qu'elle ne pouvait pas connaître, sauf si elle y avait vraiment assisté. Chaque élément de sa description correspondait parfaitement à ce que j'avais vu ce soir-là, et cela m'a complètement désarçonné. Nous étions tous les 2 abasourdis, presque effrayés par ce souvenir partagé, mais contradictoire. C'est comme si nos réalités s'étaient entrelacées, laissant un flou inexplicable dans nos souvenirs.
Est-ce un glitch dans la matrice, un trou dans la réalité? Ou est-ce que notre mémoire humaine est capable de se jouer de nous de cette manière étrange et déroutante? Nous n'avons toujours pas d'explication, mais cette expérience nous hante. Cela soulève des questions profondes sur la façon dont la mémoire fonctionne, ou même sur la possibilité de réalités parallèles. C'est un souvenir qui restera avec nous, une énigme qui défie notre compréhension du monde. Il y a un tableau affreux, une représentation sinistre d'un arbre mort, tout tordu et asséché, que ma mère a déniché chez Dollarama ou un magasin du même genre, il y a quelques années. C'est le genre d'œuvre qui, dès qu'on la voit, donne des frissons inexplicables. Les branches squelettiques de l'arbre semblent s'étirer comme si elles cherchaient à attraper quelque chose d'invisible, et le fond grisâtre et brumeux du tableau accentue encore cette atmosphère de désolation et de malaise. Ma mère, elle, ne voit rien de tout cela. Pour elle, c'est simplement un tableau rustique, une décoration sans prétention qui habille le mur. Moi, je ne peux pas le supporter. Chaque fois que mes yeux tombent sur cette image, une sensation de malaise m'envahit, une impression que cet arbre est vivant, ou pire, qu'il est un gardien d'un secret sinistre. J'ai tout essayé pour m'en débarrasser. Lors d'un vide-grenier que nous avons organisé, je l'ai placé en évidence parmi les objets à vendre, priant pour que quelqu'un, n'importe qui, l'achète. Des gens ont passé des heures à fouiller dans nos affaires, prenant des bibelots et des livres poussiéreux, mais personne n'a daigné jeter un regard sur ce tableau. Le lendemain matin, j'ai eu l'étrange surprise de le retrouver dans le jardin, appuyé contre un arbre, comme si le tableau lui-même avait refusé de partir. J'ai alors tenté une autre approche. Une nuit, j'ai traîné le tableau jusqu'à la ruelle derrière notre maison, en espérant que quelqu'un, peut-être un passant curieux ou même un collectionneur de choses étranges, finirait par le voler. Mais le lendemain, il était encore là, indemne, posé soigneusement contre la clôture. Même les gens qui passent en voiture, habituellement prompts à ramasser ce qui traîne, n'y avaient pas touché. Je me suis dit que le donner à quelqu'un serait une meilleure idée. J'ai offert le tableau à un ami, qui l'a accepté poliment, bien qu'avec un air sceptique. Mais, d'une façon inexplicable, le tableau est réapparu dans notre couloir 2 jours plus tard. J'ai interrogé mon ami, mais il a juré qu'il n'avait rien rapporté. L'idée même que le tableau puisse revenir seul me donnait des sueurs froides. Ma dernière tentative fut désespérée. Une nuit où la maison dormait, j'ai creusé un trou profond dans le jardin. Le sol était froid et dur, et chaque pelletée de terre semblait peser plus lourd que la précédente, comme si la terre elle-même s'opposait à mon projet. Je l'ai enterré, ce tableau maudit, et j'ai recouvert le tout avec soin. Le lendemain, je suis retourné voir la tombe improvisée, espérant que ce cauchemar soit enfin derrière moi. Mais ma mère, je ne sais par quel étrange instinct, avait déjà déterré le tableau. Elle l'a nettoyé, épousseté, et, avec un sourire satisfait, l'a accroché de nouveau dans le salon. Pour elle, c'était un trésor retrouvé, un petit miracle. Depuis, le tableau semble s'imposer dans ma vie d'une manière inquiétante. Il apparaît dans mes rêves. Je me réveille en sueur, le cœur battant, après avoir rêvé de l'arbre squelettique qui s'anime, étendant ses branches vers moi, m'enserrant, m'étouffant dans une étreinte glacée. Pour le moment, j'ai réussi à le cacher dans le garage, mais je n'arrive pas à me détendre. J'ai l'impression qu'il m'observe même de là-bas, que ses branches mortes grattent les parois du carton dans lequel je l'ai rangé. Je redoute le moment où je le verrai encore, fièrement accroché quelque part dans la maison, comme s'il n'avait jamais quitté son poste. Je me souviens parfaitement d'un incident étrange qui s'est produit pendant que je conduisais. J'étais sur une route déserte, avec seulement du bitume vide autour de moi, quand j'ai vu un groupe d'oiseaux voler au-dessus de ma voiture. Ils se déplaçaient ensemble, en formation, comme le font souvent les oiseaux, virevoltant avec grâce dans le ciel. Ils étaient assez proches, à une dizaine de mètres, et tout semblait parfaitement normal. Mais soudain, sans aucun avertissement, quelque chose d'inexplicable s'est produit. En un instant, les oiseaux ont chuté du ciel. Certains sont tombés comme des pierres, complètement immobiles, tandis que d'autres convulsaient légèrement sur le sol. En l'espace d'un battement de cœur, environ une quinzaine d'oiseaux étaient étalés devant moi,
gisant sur la route ou se tordant dans des mouvements angoissants. J'ai immédiatement freiné, le choc me laissant bouche bée. J'ai scruté les environs, m'attendant à découvrir une source évidente de danger, une fuite de gaz, un nuage de produits chimiques, ou même des fils électriques qui auraient pu causer une décharge mortelle. Mais il n'y avait rien. Rien d'autre que la route déserte, le ciel dégagé, et cette scène surréaliste qui se jouait devant moi. J'ai pris un moment pour me ressaisir, mon esprit cherchant désespérément une explication logique. Peut-être que les oiseaux avaient accumulé une charge électrique en volant près de lignes à haute tension, mais il n'y avait pas de ligne visible dans les environs. Peut-être que c'était un phénomène atmosphérique que je ne comprenais pas, ou une sorte de réaction collective des oiseaux à un stimulus que je ne pouvais ni voir ni entendre. Il y a quelque chose d'étrange qui s'est produit aujourd'hui, et je ne parviens toujours pas à m'en remettre. J'ai un bonnet qui a une signification énorme pour moi. C'est bien plus qu'un simple morceau de tissu, je l'ai acheté à un concert, une soirée unique que j'avais partagée avec mon père. Cette soirée reste gravée dans ma mémoire, remplie de rires, de musique et de moments partagés que je chéris encore aujourd'hui. Malheureusement, mon père est décédé, et ce bonnet a pris une valeur inestimable. Il portait ce bonnet lors de son dernier jour, et depuis son départ, je ne l'ai pratiquement jamais quitté. Il est devenu un symbole, presque un talisman, de notre lien, de ses souvenirs, de sa présence à mes côtés. Aujourd'hui, j'étais en train de fouiller dans le placard pour trouver un autre bonnet pour mon partenaire. Je ne voulais pas prêter mon bonnet, car il a cette signification si particulière pour moi, et je me suis donc mis à chercher un autre chapeau. En creusant dans le fouillis du placard, j'ai fait une découverte qui m'a laissé sans voix, j'ai trouvé un autre bonnet, identique en tout point à celui que je portais. Il était soigneusement accroché, comme s'il avait toujours été là. J'ai eu ce moment de confusion intense. Ce n'était pas juste une impression, c'était le même bonnet, avec les mêmes détails, la même usure à certains endroits précis. Je me suis figé, mon esprit cherchant désespérément une explication logique. Comment cela était-il possible ? Je venais littéralement de retirer mon propre bonnet et de le poser sur le comptoir de la salle de bain avant de commencer à chercher. Pour en avoir le cœur net, j'ai foncé vers la salle de bain. Et là, comme je m'y attendais, le bonnet original était bien là, exactement là où je l'avais laissé. Je me suis retrouvé avec deux bonnets identiques, et l'idée même m'a troublé au plus profond de moi. Ce bonnet était un produit exclusif, vendu lors de ce concert unique. Je n'aurais jamais pu en acheter deux. Alors, comment se faisait-il que j'en avais maintenant deux devant moi ? Je me souviens parfaitement de ce moment étrange. Ma femme, ma belle-mère et moi étions à un bar-restaurant, profitant de la soirée ensemble. Pendant un moment, je me suis mis à rêvasser, à observer les gens autour de moi sans vraiment écouter la conversation à notre table. Mon regard s'est posé sur deux hommes assis au bar, discutant avec animation. Derrière le bar, il y avait un miroir qui me permettait de voir clairement le reflet des deux hommes, en même temps que je pouvais les observer directement. Alors que je regardais distraitement, quelque chose d'absolument inexplicable s'est produit. Dans le miroir, j'ai vu l'un des hommes taper des mains très fort, comme s'il donnait un exemple à son ami pour illustrer un point important. Le claquement de ses mains a retenti, sec et net, et le geste était si précis que j'ai capté chaque détail, l'ampleur du mouvement, l'énergie qu'il y a mise, l'impact sonore. Mais ici est la partie qui me hante encore aujourd'hui, je n'ai pas vu l'homme faire ce geste en vrai, uniquement dans le miroir. Dans la réalité, il était resté immobile. Et puis, à ma grande stupeur, 5 secondes plus tard, il a refait exactement le même geste que j'avais vu dans le miroir. La même claque, la même énergie, les mêmes mouvements précis, comme une répétition parfaite de ce qui s'était déjà produit dans le reflet. J'étais tellement choqué que je n'ai pas pu vérifier ce que montrait le miroir à ce moment-là, car mon attention était entièrement fixée sur ce qui venait de se passer. Je me suis tourné vers ma femme et ma belle-mère, qui avaient le dos tourné au bar, et je leur ai demandé si elles avaient entendu le bruit de la claque. Elles m'ont dit n'avoir entendu qu'une seule claque, celle qui venait de se produire. Depuis ce moment, je n'arrête pas de penser à cette expérience bizarre. Je n'arrive pas à l'expliquer, mais je jure que c'est bien ce qui s'est passé.
Hier, quelque chose d'étrange m'est arrivé, et cela me hante encore aujourd'hui. J'étais en train de rentrer chez moi après avoir fait une course, quand j'ai décidé d'aller jusqu'à la station-service pour voir s'il y avait des voitures d'occasion en vente. Je marchais d'un pas tranquille sur un chemin que je connais bien, et tout semblait parfaitement normal. En avançant, j'ai levé les yeux vers un panneau de rue et j'ai pris note de l'endroit où je me trouvais. J'ai continué tout droit, en gardant le cap sans tourner, ni à gauche, ni à droite. Puis, un peu plus loin, j'ai vu un juillet 2011 sur ma gauche. Je me suis dit que j'allais marcher encore 2 blocs avant de prendre ma gauche, exactement comme je l'avais prévu. Mais alors, les choses ont pris une tournure très étrange. J'ai continué à marcher, toujours en ligne droite, mais après un moment, j'ai de nouveau aperçu le même panneau de rue que j'avais déjà passé. C'était comme si j'avais été ramené en arrière, au point de départ. Pourtant, je n'avais pas fait de détour, je n'avais pas tourné dans une rue par erreur. J'avais simplement marché tout droit, et malgré tout, je me retrouvais là, comme si j'étais pris dans une boucle. Le cœur battant, j'ai été envahi d'une peur inexplicable. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Comment avais-je pu refaire les mêmes blocs alors que c'était un chemin rectiligne ? C'est un souvenir qui me donne encore des frissons, parce que je ne trouve aucune logique ou explication rationnelle à ce qui s'est passé. Je précise que je n'ai jamais consommé de drogue ni bu d'alcool de ma vie, donc ce n'était pas un effet de substance quelconque. C'était une expérience lucide, et c'est ce qui la rend d'autant plus dérangeante. Quelque chose qui m'est arrivé plus tôt cette année continue de me troubler, et j'aimerais partager cette histoire, dans l'espoir de découvrir que d'autres ont vécu des choses similaires. Tout s'est passé un après-midi normal. Mon cousin et moi étions assis sur un banc devant l'épicerie, attendant que ma mère vienne nous chercher. Elle devait arriver en voiture, et comme le temps passait, nous avons commencé à guetter sa venue. Après environ 15 minutes d'attente, nous l'avons tous les deux vue passer en voiture devant nous. C'était bien elle, sans aucun doute possible. Ma mère, dans sa voiture, le même modèle, la même couleur, tout. Mais, étrangement, elle n'a pas ralenti, ne nous a pas fait signe, rien. Elle a juste continué de rouler le long de la rue. Mon cousin et moi avons échangé un regard stupéfait, complètement dérouté. Pourquoi ne s'était-elle pas arrêtée pour nous prendre ? Je me suis précipité pour l'appeler, la confusion montant en moi. Quand elle a décroché, je lui ai demandé ce qu'elle faisait et pourquoi elle nous avait ignorés. Sa réponse m'a fait frissonner, elle n'était même pas encore partie de la maison. Elle se préparait toujours, loin de l'endroit où nous l'avions vue. Pour vérifier, j'ai consulté sa localisation, car elle partage sa position avec moi, et effectivement, elle était à des kilomètres de nous. Elle n'avait pas quitté la maison. Pourtant, ce que j'avais vu de mes propres yeux et ce que mon cousin avait vu aussi, c'était ma mère, dans sa voiture, roulant juste devant nous. Nous étions sûrs de ce que nous avions vu. Ce n'était pas une confusion ou une illusion d'optique. C'était elle, ou du moins, quelqu'un ou quelque chose qui lui ressemblait étrangement. Nous avons été hantés par cet événement, en nous demandant si c'était un glitch dans la réalité, une sorte de vision d'un univers parallèle, ou quelque chose d'encore plus inexplicable. Nous avons vu un avion disparaître. Il était environ 15 heures, en plein jour, sous un ciel dégagé et ensoleillé. Une journée parfaite, sans nuages à l'horizon. En tant que passager fréquent, j'ai l'habitude de lever les yeux vers le ciel. Ce jour-là, je me trouvais sur le siège passager, mon ami conduisait, et je consultais mon téléphone tout en jetant de temps en temps des coups d'œil aux nuages. À un moment, j'ai remarqué un avion dans le ciel. Il était trop loin pour distinguer précisément la compagnie aérienne, mais il semblait avoir des détails bleu foncé, ce qui m'a fait penser à Delta ou American Airlines, quelque chose dans ce style. Il volait paisiblement, comme n'importe quel autre avion que j'ai l'habitude de voir traverser le ciel. Puis, ça s'est produit. C'est presque inexplicable. En une fraction de seconde, alors que mes yeux commençaient à quitter l'avion pour retourner sur mon téléphone, l'avion a littéralement disparu. C'était comme s'il s'était effacé de la réalité en plein vol. Mes yeux n'avaient même pas complètement quitté le ciel, je pouvais encore voir l'avion en vision périphérique, et soudain,
il s'est volatilisé. Comme si j'avais cligné des yeux, sauf que je ne l'avais pas fait. Je n'ai même pas eu le temps de comprendre ce que je venais de voir que mon ami a réagi de manière paniquée, appuyant presque sur les freins en plein milieu de la rue. Nous étions dans un quartier résidentiel, donc la vitesse n'était pas excessive, autour de 40 km/h, mais le choc de ce que nous avions vu était tel que ça nous a coupé le souffle. Mon ami m'a regardé avec des yeux écarquillés, me demandant si j'avais aussi vu ce qu'il venait de voir. Je ne savais même pas qu'il regardait l'avion de temps en temps, tout comme moi. Mais maintenant, nous étions deux à essayer de comprendre. Je me suis penché par la fenêtre de la voiture, cherchant désespérément l'avion dans le ciel, mais il avait complètement disparu. Le ciel était parfaitement dégagé, sans aucun signe de l'appareil. Rien. Pas une traînée, pas un reflet, absolument rien. C'était un glitch si rapide, presque comme si quelqu'un avait actualisé une page web et effacé l'avion. Un simple clin d'œil, et c'était fini. Je ne pense pas que j'oublierai jamais ce moment. C'était si étrange, presque irréel, et je sais que je ne peux pas me tromper, je passe trop de temps à scruter le ciel pour confondre un avion avec un oiseau ou un insecte. Le fait d'avoir un témoin qui a vu exactement la même chose a solidifié la certitude que ce que nous avions vécu était vraiment inexplicable. Tout a commencé il y a quelques nuits. J'avais un spray de désinfectant pour les mains, que je garde dans une pochette à l'intérieur de mon sac à dos. Ce soir-là, le sac à dos était posé sur le canapé. Je sors le désinfectant de la pochette, je l'utilise, puis je vais me coucher. Le lendemain, le désinfectant a disparu. Ça m'a vraiment agacé, parce que j'avais choisi ce spray spécifique justement parce que le flacon est rechargeable. C'est un de ces flacons plats, facile à ranger, et je n'avais aucune envie d'en racheter un autre. J'ai fouillé ma pochette, mon sac à dos, de fond en comble, et il n'y avait aucune trace du désinfectant. Rien sur le canapé non plus. Mon appartement est bien rangé, donc il ne pouvait pas s'être égaré dans le désordre. J'ai même cherché entre les coussins, mais impossible de mettre la main dessus. J'ai fini par abandonner. Aujourd'hui, j'ai décidé de reprendre mes recherches. J'ai encore fouillé mon sac à dos, ma pochette, partout. Ai-je pu le rater la première fois? Non. Une fois de plus, il n'y avait absolument rien. Et puis, je me suis souvenu que j'avais une caméra Wi-Fi pour surveiller les animaux de compagnie quand nous sommes absents, et qu'elle est dirigée vers le canapé. Je me suis dit que je pouvais vérifier l'enregistrement pour voir si je pouvais me repérer en train d'utiliser le désinfectant. Je trouve finalement le clip vidéo, et je me vois clairement utiliser le spray, puis le remettre dans mon sac à dos. Je décide d'aller vérifier une dernière fois pour prouver à ma copine que le désinfectant a inexplicablement disparu. J'ouvre le sac, et là, comme par magie, il est là, bien visible dans le compartiment principal. Je suis absolument certain qu'il n'y était pas auparavant. Le compartiment ne contenait rien d'autre que le désinfectant, donc il était impossible de le manquer. J'ai l'impression d'avoir trompé l'univers pour qu'il me rende mon désinfectant, mais je suis aussi un peu secoué par ce mystère. C'est comme si la réalité elle-même avait joué un tour et je ne sais toujours pas comment expliquer ce qui s'est passé. Ma mère avait ce bracelet Pandora qu'elle adorait. Mon père, ma sœur, sa propre mère et des amis lui avaient offert des charmes pour l'embellir, et elle s'en achetait aussi de temps en temps. Elle ne le retirait jamais, c'était un accessoire qu'elle portait en permanence. Il y a environ un an, je cherchais un magasin qui vendait ces charmes près de chez moi, car je voulais lui en offrir un pour son anniversaire. Je venais d'emménager dans mon propre appartement après avoir obtenu mon diplôme de licence, et j'étais encore en train de découvrir mon quartier. J'étais vraiment content de trouver une bijouterie qui en vendait à quelques rues de mon nouvel endroit. Je me souviens distinctement de la bijoutière qui y travaillait. C'était une femme gentille, probablement de l'âge de ma mère, avec un style vestimentaire un peu rétro. J'avais acheté un charme avec l'inscription « Meilleure maman » et ma mère l'avait adoré. Avance rapide à cette année. Ma mère est décédée en janvier dernier. C'était inattendu et terriblement douloureux, mais ce n'est pas le sujet de ce récit. La seule chose que j'ai demandé à mon père et à ma sœur de me laisser garder,
c'était son bracelet Pandora, et ils ont accepté avec joie. C'était un souvenir si précieux pour moi. Il y a environ un mois, un des charmes s'est cassé. Pour ceux qui connaissent les bracelets Pandora, vous savez que les magasins qui vendent ces charmes peuvent souvent les réparer. Je me suis donc dit que j'allais retourner dans cette même bijouterie pour le faire réparer. Je suis allé à l'adresse exacte, sûr de moi, car j'avais même pris une capture d'écran de l'emplacement sur Google Maps au cas où j'aurais besoin d'y retourner. Mais à ma grande surprise, il n'y avait pas de magasin. À la place, il n'y avait que des immeubles résidentiels. Pourtant, je me souvenais clairement qu'il y avait un bâtiment commercial avec 4 ou 5 boutiques à cet endroit l'année précédente. C'était déjà étrange, mais j'ai pensé qu'ils avaient peut-être démoli l'immeuble commercial ou déplacé les boutiques ailleurs en l'espace d'un an. Pourtant, ce n'était pas le cas. J'ai demandé à ma propriétaire, qui vit dans le quartier depuis une vingtaine d'années, si elle avait entendu parler d'un tel endroit. Elle m'a dit qu'elle n'avait jamais vu ni entendu parler d'une bijouterie à cet endroit. J'ai aussi demandé à quelques amis qui vivent dans le coin, et personne ne savait de quoi je parlais. J'ai cherché sur Google, sans succès. Mais le charme Meilleure Maman est bien là, attaché au bracelet, preuve tangible que je l'avais bel et bien acheté. Je ne sais vraiment pas quoi penser de tout cela. Je suis en train de câliner mon chien dans le salon du rez-de-chaussée, juste avant de monter à l'étage. Une fois arrivé en haut, je découvre que mon chien est dehors, sur la terrasse, attendant qu'on le laisse entrer. Mon cerveau a du mal à comprendre ce qui s'est passé, et j'essaie de me convaincre que j'ai peut-être laissé sortir mon chien sans m'en rendre compte, mais c'est impossible. Alors, revenons au début, je suis dans le salon en bas, et mon chien est couché par terre. Je m'agenouille pour lui faire des câlins, et il reste allongé, tranquille. C'est important, car je sais que je l'ai physiquement touché, ce n'est pas comme si j'avais imaginé sa présence ou confondu quelque chose. Je monte ensuite les escaliers, et en arrivant à l'étage, je regarde vers la terrasse, et là, je vois mon chien dehors, attendant qu'on lui ouvre la porte. Le plus étrange, c'est que tout cela s'est passé en l'espace d'une vingtaine de secondes. Il n'y avait aucune chance qu'il ait pu sortir tout seul, car j'ai vérifié, la porte du rez-de-chaussée qui mène à l'extérieur était bien fermée. En plus, son comportement ne ressemblait pas à celui d'un chien qui venait de sortir. Il avait l'air d'attendre depuis un moment qu'on le laisse rentrer. Je l'ai laissé entrer, et ensuite, tout semblait de nouveau normal, il n'y avait plus qu'un seul chien, et les choses paraissaient revenir à la normale. Mais je n'arrive toujours pas à comprendre ce qui a pu se passer. Je suis certain que je ne l'ai pas laissé sortir, et même si c'était le cas, cela voudrait dire que mon chien serait sorti au rez-de-chaussée, aurait monté les escaliers et serait allé directement sur la terrasse pour demander à entrer, tout ça en une poignée de secondes. Je ne peux tout simplement pas comprendre. C'est comme si deux réalités s'étaient croisées pendant un moment, avant de se fusionner de nouveau. Je ne trouve aucune explication rationnelle pour ce qui s'est passé, et ça me perturbe encore. C'était lors d'une épreuve d'endurance dans un ultramarathon au Maroc, au cœur du désert brûlant. Le sable, chaud comme des braises, s'étendait à perte de vue, formant des dunes infinies sous un ciel bleu aveuglant. L'air semblait vibrer de chaleur, comme un mirage qui se plie et se tord autour de nous. Je me sentais bien au début. Le rythme de mes pas s'accordait à celui de mes coéquipiers, mon souffle était régulier, et mon esprit, bien que fatigué, était concentré. J'avais affronté des conditions extrêmes avant, mais rien ne semblait insurmontable. Mais alors que le soleil descendait lentement, peignant le ciel de nuances d'orange et de rouge, tout a commencé à changer. Une sensation étrange s'est insinuée en moi. Une lourdeur écrasante me submergeait, comme si le désert lui-même essayait de m'envelopper. Mon cœur battait plus fort, mes jambes devenaient lourdes, et des vagues de nausées montaient de mon estomac. Je sentais mon esprit s'embrouiller, ma vision se brouillait comme si le monde autour de moi était en train de se dissoudre. Je me suis tourné vers mon équipe, et d'une voix tremblante, je leur ai dit de continuer sans moi. « Allez-y, j'ai besoin de ralentir un peu, je vous rattraperai. » Ils ont échangé des regards hésitants, l'inquiétude se lisant sur leurs visages, mais ils ont fini par continuer, disparaissant peu à peu dans la chaleur ondulante du désert. Je me suis arrêté,
essayant de reprendre mon souffle, mais ma tête continuait de tourner. J'ai tenté de me recentrer, de retrouver le chemin balisé, mais c'est là que j'ai réalisé que je m'étais égaré. Le désert autour de moi semblait méconnaissable, chaque dune ressemblant à un mur insurmontable qui se refermait sur moi. Désorienté, j'ai trébuché, mes jambes pliant sous moi. Je me suis retrouvé à quatre pattes, les mains s'enfonçant dans le sable brûlant, et j'ai senti la terreur monter en moi. La soif devenait insupportable. Ma gorge était si sèche que chaque respiration était douloureuse, comme si je respirais du feu. Mon corps tout entier hurlait pour un peu d'eau, et ma vision devenait de plus en plus floue. Le désert s'étirait autour de moi, un océan de sable où je me sentais minuscule et insignifiant. C'est alors que je l'ai vu. D'une fissure dans le sable, comme si la terre s'ouvrait d'elle-même, une étrange porte a commencé à émerger. Elle semblait faite de pierres anciennes, recouverte de motifs complexes, presque hypnotiques, qui luisaient d'une lumière dorée. Les symboles gravés bougeaient doucement, comme s'ils prenaient vie. La porte était massive, imposante, et semblait flotter juste au-dessus du sol, encadrée par des volutes de sable qui s'élevaient et retombaient lentement, comme un souffle invisible. Je n'arrivais pas à détourner mon regard de cette porte surréaliste. Une lumière étrange, irréelle, s'échappait de ses bords, illuminant le sable autour d'elle d'une lueur dorée. Et puis, il y avait cette voix. Une voix douce, rassurante, mais étrangement mécanique, comme un murmure venu de loin, qui résonnait dans ma tête. « Entre, et tout ira bien. » J'ai senti mon cœur s'accélérer. La voix était si insistante, si persuasive, que j'ai commencé à douter de ma propre volonté. Je savais que quelque chose n'allait pas. Que cette porte, aussi fascinante qu'elle soit, ne devait pas exister ici, au milieu de ce désert. Pourtant, l'épuisement m'avait vidé de toute résistance. Je n'avais plus d'option. Je n'avais plus rien à perdre. À bout de force, avec le désespoir d'un homme prêt à tout, je me suis traîné jusqu'à la porte. J'ai levé une main tremblante et l'ai tendue vers la lumière. Dès que j'ai franchi le seuil, j'ai ressenti un choc, comme une vague d'énergie qui m'a traversé. Et en un instant, tout a changé. Je courais. Mes jambes étaient puissantes, mes poumons pleins d'air, et j'étais en pleine forme. Le désert autour de moi était redevenu familier, stable. À ma gauche, mes coéquipiers couraient toujours, comme si rien ne s'était passé. Leurs visages ne montraient aucune inquiétude, aucun signe qu'ils avaient remarqué ma disparition. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de calmer mon cœur affolé. Je me suis arrêté, haletant, et j'ai regardé autour de moi, les mains tremblantes. « Qu'est-ce qui vient de se passer ?» ai-je murmuré. Mais mes coéquipiers m'ont jeté des regards perplexes. L'un d'eux a demandé « Ça va ?» Je n'ai rien répondu. Comment pouvais-je expliquer ce que je venais de vivre? Ils auraient pensé que j'étais devenu fou. Alors j'ai gardé le silence, mais au fond de moi, je savais que j'avais vécu quelque chose de bien plus terrifiant que la simple fatigue du désert. Une fracture dans la réalité, un passage vers un monde que je ne comprenais pas, et une question qui me hantera longtemps, qu'est-ce que j'ai vraiment traversé? Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.